Et salut, alors dans cette vidéo, on va voir quels sont les différents types de points stationnaires. On appelle ces points aussi des points critiques. Alors on va sortir un peu du cadre de notre exemple pour pouvoir mieux appréhender de manière générale tous les différents points stationnaires qu'il existe. Alors en fait il en existe 4, donc les voici. Ils sont extraits de ma fiche complète que vous pouvez télécharger. Le lien est en description, comme d'habitude c'est gratuit, etc. Donc dans la vidéo suivante, on va se débrouiller pour trouver P et Q. Ok, et grâce à ces valeurs de P et Q, on va pouvoir en déduire deux choses. À la fois le type du point, mais également sa vitesse et son accélération. Alors là, vous pouvez vous demander pourquoi cette vidéo, au final, je la fais pas après avoir trouvé P et Q. Mais parce que, en fait, c'est bien de comprendre comment fonctionne cette représentation des points pour pouvoir comprendre, dans le cadre d'un exemple, comment ça marche. Donc du coup, c'est parti. On a à la fois P et Q, mais on a également sa vitesse et son accélération. Alors la vitesse, je vais la noter comme ça, et l'accélération, donc normalement on la note comme ça. Moi, ici dans mes fiches, je l'ai noté avec un W, donc comme ça. Mais en fait, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Alors je vous propose que, avant d'aller plus loin, on regarde un peu le point commun à tous ces graphiques. Alors quel est-il? C'est que donc dans tous les cas, on a une vitesse et une accélération, mais on a également un bout de droite qui rentre, qui est représenté en rouge, et un bout de droite qui sort, qui est représenté en orange, dans chacun des cas. Le bout de droite qui sort, il est tout le temps le même, mais le bout de droite qui rentre, c'est lui qui va changer au final. Alors comment se représenter ça? Ben, c'est assez simple. Regardez, je vais faire un repère ici, comme ceci, et là on va dire que ici on a la vitesse, et là on a l'accélération. Et bien, si j'ai un point ici qui a une vitesse par là et une accélération par là, ça paraît plutôt logique qu'il fasse un peu comme ça. Enfin voilà, vous comprenez un peu l'idée, qu'il fasse quelque chose un peu comme ça. Pourquoi? Parce que la vitesse au final, elle représentera en quelque sorte sa tangente, et son accélération, elle représentera l'endroit où est-ce qu'il va. Donc là, on voit bien que en ce point-là, on a une tangente horizontale, donc qui suit le vecteur vitesse, et la courbe, on la fait aller là où va l'accélération. Donc en l'occurrence là, l'accélération elle monte, donc la sortie, entre guillemets, de la courbe ira vers le haut. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait cette sortie dans tous les cas, on peut se demander comment va se passer l'entrée, en quelque sorte. Et bien là, en fait, il va falloir l'apprendre par cœur, tout simplement. Si vous avez un point ordinaire, il va falloir savoir que c'est un point dans lequel il ne se passe absolument rien. Donc de ce fait, on aura forcément une entrée dans ce sens-là. Alors bon, je l'ai très mal représenté, je vais essayer de mieux le faire, voilà, comme ceci. Pourquoi? Ben parce qu'on remarque que c'est un point que il n'y a rien de spécial. Regardez, en ce point, on va changer de sens, et en ces deux points, là, on les repère carrément directement. Alors, du coup, ce point ordinaire, vous pouvez un peu l'associer à une parabole, entre guillemets. Si vous avez un point ordinaire, ça veut dire que il va falloir que vous représentiez quelque chose sous forme de parabole. Alors, pour comprendre le point d'inflexion, on va regarder les deux points de rebroussement. Les points de rebroussement, ce sont des points où on identifie clairement le point. Si on n'avait pas les axes, on pourrait voir exactement où est-ce qu'il est. Tandis que pour un point d'inflexion, c'est un petit peu plus difficile. Alors, du coup, le point d'inflexion, c'est simplement un point qui va rentrer, en fait, de manière à ce qu'on ne puisse pas identifier clairement le point. Ensuite, un rebroussement de première espèce, c'est quoi? C'est un point qu'on peut clairement identifier, mais dont l'entrée et la sortie ne sont pas identiques. C'est-à-dire que là, il serait un peu comme ça. On rentre dans un sens, on trouve le point et on sort dans un autre sens. Tandis qu'un rebroussement de seconde espèce, c'est un point dans lequel on rentre dans le même sens que celui qu'on repart, mais on rentre et on repart pas exactement au même endroit. En revanche, on identifie clairement le point. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un exemple un peu plus concret, entre guillemets, puisqu'on va se donner un axe différent de celui-ci, donc celui-ci c'est celui de l'exemple. On va par exemple avoir, je dis n'importe quoi, un vecteur vitesse comme ça, et un vecteur accélération comme ça, on peut très bien se l'imaginer, et on va prendre le cadre d'un point d'inflexion par exemple. Alors la première chose à faire, c'est de se demander comment va partir la courbe. Alors pour rappel, la vitesse on peut l'assimiler à la tangente, l'accélération on peut se l'imaginer comme là où va partir la courbe, donc là on aurait une tangente un peu comme ça, et une courbe qui va partir par là. Alors après, c'est pas très grave si vous représentez pas exactement bien. On comprend l'idée, mais en fait cette courbe, elle aurait très bien pu partir par là aussi. En fait, ça dépend de la taille entre guillemets du vecteur d'accélération et du vecteur vitesse.
Donc ce qu'il faut que vous reteniez, c'est en fait vous représenter la chose un peu comme vous la sentez, mais de manière à ce que ce soit cohérent. Par exemple, ne représentez pas le vecteur qui sort comme ceci. Là, ce serait totalement faux, puisque il est obligé de sortir dans le sens de sa vitesse et de son accélération. Alors maintenant qu'on a représenté la courbe au niveau de sa sortie, ici, on va tenter de représenter la courbe au niveau de son entrée. Alors rappelez-vous, un point d'inflexion, c'est quoi? C'est un point qui n'est pas un point ordinaire, donc qui n'est pas sous forme parabolique, donc on oublie cette configuration-là. C'est un point qu'on ne peut pas identifier clairement, donc on oublie cette configuration-là et cette configuration-là. Donc du coup, il reste qu'une seule configuration, et c'est celle-ci. Donc ce point d'inflexion, si je le refais, il ressemblerait à quelque chose comme ça. Alors maintenant, on va regarder un dernier exemple dans le cadre, par exemple, d'un rebroussement de première espèce, et on va un peu changer ces vecteurs, histoire qu'on voie une ultime fois comment bien faire les choses. Du coup, c'est parti. Alors, dans un premier temps, je vais représenter comme d'habitude mon vecteur vitesse et mon vecteur accélération. Alors, la vitesse, cette fois, on va la faire vers le haut, et l'accélération, on va dire, par exemple, qu'elle est, tiens, comme ceci. Ok, pourquoi pas. Donc là, j'écris juste accélération. Donc du coup, comment représenter ça? D'abord, on représente comme d'habitude la sortie de la courbe. Donc comment elle sort? Rappelez-vous, elle est tangente à sa vitesse, elle va dans le sens de son accélération, donc elle ferait quelque chose d'un peu comme ceci. On représente maintenant son entrée. Alors dans le cadre d'un rebroussement de première espèce, on va se demander comment est-ce qu'on pourrait faire rentrer la courbe de manière à ce qu'on identifie clairement ce point-là. Là c'est simple, il n'y a que deux possibilités. Soit vous rentrez par là, dans ce sens-là, soit vous rentrez par là, dans ce sens-là. Or nous, ce qu'on connaît, c'est la forme approximative du rebroussement de première espèce. Il ressemble à quelque chose de comme ça. Donc du coup, on sait que notre entrée, elle sera dans ce sens-là, à peu près. Voilà, comme ceci. Donc du coup, j'espère que cette vidéo, elle vous aura mieux permis d'appréhender ces différents types de points stationnaires, comment à partir du vecteur vitesse, accélération et du type de point, on peut représenter notre point stationnaire. Donc si vous avez compris, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour continuer à utiliser notre exemple qu'on a abandonné jusqu'à présent. Et on va voir donc comment faire pour trouver ce fameux PQ et ce vecteur vitesse et accélération. Du coup, à tout de suite.